Vas-y, mouche-toi. On ne le coupera pas. Vous voyez, attention quand vous dormez tout nu. Parce qu'après, voilà, on s'enrhume et voilà. Hein. Le feu sévère, la fenêtre ouverte. Ouais, l'air, ouais. Bonjour et bienvenue à... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. On Salut est à toujours tous. de bonne humeur et ravi de vous voir avec Anthony. Ouais, Nouveau podcast, alors c'est pas un spécial aujourd'hui, ce sera toutes vos questions que vous avez comme posées d'hab. dans la semaine, dans les commentaires ou en message privé. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je précise aussi qu'on organise un méga séminaire à Lyon le 26 janvier. On va bientôt vous mettre la page de vente pour ça. Ça sera Réservé. ouais, avec des places limitées. Ça va durer toute la journée. Je crois qu'on aura à peu près 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Donc, vous allez avoir minimum 6 heures de conférence avec nous deux. On va parler de plein de sujets différents. Vous pourrez poser vos questions en direct avec nous. Évidemment, ça sera beaucoup plus poussé que ce qu'on vous fait dans les podcasts. Là, pour le coup, on va vraiment rentrer dans les détails et voilà. Et ben, nous, on est super ravis d'une part de vous rencontrer tous. Et puis on a hâte, on a réservé une salle juste derrière la gare Lyon-Pardieu, ouais. Depardieu, non, Depardieu. Lyon-Pardieu, ouais. Lyon-Pardieu, Ce pardon. sera juste derrière la gare Lyon-Pardieu, donc c'est accessible hyper facilement. C'est la plus grande gare de Lyon. Ce sera dans une salle de séminaire, donc ce sera bien installé avec rétroprojecteur, de quoi prendre des notes pour chacun, Voilà, vous aurez de tout. quoi boire, etc. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut. On sera bien installé et on va aborder des thèmes qui sont très très rarement abordés dans le thème du fitness et dans ce type de formation. C'est-à-dire qu'on va Exactement. sortir du cadre bateau et vous n'allez pas juste venir pour qu'on vous dise manger tant de protéines, tant de glucides. C'est ça. Voilà, on va Il y vraiment. aura un côté aussi très pratico-pratique, comme j'aime dire. Vous allez repartir avec des vraies techniques pour mettre en place. Voilà, donc voilà, Voilà. c'est plus de 6 heures de formation quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et ça ne sera pas un budget énorme, ça dans une centaine d'euros. En tout cas, À ça ne peine, dépassera pas à les 100 peine, euros. Hein. à peine, ça ne dépasse pas À 100 euros. peine. Voilà, ça sera même peut-être un petit peu moins de 100 euros. Donc, franchement, c'est un dimanche. Voilà, Dimanche, ouais. ouais, si vous voulez vraiment apprendre des choses et apprendre à la bonne humeur comme vous nous connaissez, hein. Donc, n'hésitez pas. Voilà. À noter que je pense que ce sera vite complet parce qu'on doit limiter un certain nombre de places. Oui, La salle ayant une capacité, c'est une grande salle, hein, mais elle a quand même une capacité ouais. limitée pour qu'on soit bien. On ne sera pas non plus des centaines. Donc, Non, voilà, voilà. ça dépasse pas 100 personnes, hein, Ça sera même moins. Même moins. ouais, même moins de 100 personnes, voilà, donc ça va vite partir, mais on mettra tout ça sur nos réseaux respectifs, puis on en parlera Exactement. dans Voilà. le podcast. Super. Bon, Ah, bah, voilà. on attaque les questions. Allez, allons-y. Alors, on y va. Donc, première question de la semaine. Alors, je l'ai sélectionné. On verra ce qu'on en dit. Parce que dans le podcast, donc avant Suite comme j'aime, il y a 2 semaines, on a parlé de Jean Honche et Geek and Fit. Ça a fait beaucoup de vues, beaucoup de réactions. Donc, on va donner notre avis comme on le peut. C'est toujours délicat. Voilà. Donc, quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'on pense du clash sur la vitamine B9. Alors, je ne sais pas, donc si tu penses que tu as suivi, c'est ce fameux clash entre Julien Vénesson et Rudy Koya, donc qui a fait beaucoup parler ensuite. Jean Houch, il a fait plusieurs stories sur ça. Enfin bref, ça a été beaucoup repris, beaucoup vu. Voilà, donc pour résumer un petit peu, il y a eu un clash. Julien Vénesson a publié un article sur la vitamine B9 qui prouve, l'article dit, pardon, que certaines sources de vitamine B9, une certaine source est cancérigène. Et après, il a jeté une petite crotte de nez à Superphysique et Rudy Koya dans les commentaires. Voilà. Je ne sais pas si on redit ce qu'il a dit, ça ne vaut peut-être pas le coup, mais voilà, il a jeté une petite crotte de nez, Superphysique a réagi, ainsi de suite. Et ça a fait un clash quand même assez important entre Superphysique et Rudy Koya particulièrement et Vénesson. Alors Chris, qu'est-ce que tu en dis toi de tout ça? Bon, bah, vous savez déjà que moi, que je prends jamais parti enfin, Hum, je parle jamais des gens en fait. Parce que c'est une question de principe et qu'encore une fois, c'est quelque chose qui leur regarde
eux en fait, tu vois. Voilà, et je trouve ça dommage parce qu'ils avaient quand même une forte amitié, hein, tous les deux, et je trouve ça dommage Ils ont écrit un livre il n'y a pas longtemps ensemble, c'est quand même quelque ouais, en plus, alors, en fait, j'ai envie de dire, peu importe qui a raison, qui a tort, chacun a ses défauts, ses qualités. Moi-même, j'ai beaucoup de défauts. J'ai sûrement aussi quelques qualités, heureusement. Mais voilà, je veux dire par là, c'est que l'être humain a des qualités et des défauts. chose. Voilà. Et tous, que ce soit Rudy, que ce soit Julien, enfin bref, tout le monde a des qualités et des défauts. Et voilà, personne n'est parfait. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'une telle amitié en fait, qu'il y a eu entre les deux, parce qu'ils ont fait quand même beaucoup de choses ensemble. Ils faisaient aussi des podcasts d'ailleurs, enfin des Mm. vidéos ensemble et tout ça. Et je trouve ça dommage en fait que bah, ça s'amène comme ça et que ça soit surtout étalé sur la toile, quoi. Tu vois. Et encore une fois, moi personnellement, je suis pas là pour défendre l'un ou l'autre en fait, parce que je m'en fous, c'est pas mes affaires en fait, tu vois. Et je trouve ça toujours triste en fait voilà, qu'il y ait autant de déballements sur les réseaux. Parce que ça regarde que, en fait. Et tous les gens qui viennent derrière en disant ouais, oh ouais, t'as raison, oh non, toi, t'as raison. Mais en fait, vous ne connaissez rien d'histoire, quoi. Vous n'êtes pas dans leur histoire à eux. Chacun a leur vérité à eux, en fait. Ouais, Tu en vois. plus, je pense qu'il y a des intérêts, enfin, pas des intérêts, mais des choses derrière qui nous dépassent. Ils ont commencé à évoquer des problèmes perso, qui se sont embrouillés sur la conception de leur marque, etc. Voilà, c'est des sujets délicats. Chacun des deux va donner sa version. Tu sais jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, qui a raison, qui a tort, si quelqu'un a raison ou tort, parce qu'après, ils ont aussi leur propre interprétation. C'est compliqué. En tout cas, Venesso, ça faisait quand même 10 ans qu'il écrivait sur Superphysique, il y a 10 ans en arrière, même plus. Donc, c'est vrai que voilà, c'est toujours surprenant de voir ce genre de clash, mais aussi ça fait réfléchir sur le fait que bah, énormément d'amitié, de relations se terminent à cause parfois d'intérêts pro, que ce soit de l'estime de soi, quand on est touché dans son estime personnelle, de la concurrence ou à cause de l'argent. Tu vois, il y a Ouais. Alors, un c'est peu vrai de ce que tu choses dis. et c'est triste. Ouais, c'est triste. Après, il faut bien vous dire une chose, hein, et moi, j'en suis pas le parfait témoin et machin. C'est que plus vous réussissez et plus ça devient compliqué. Et je vous dis honnêtement, avec les rapports humains, parce que soit il y a des gens qui attendent beaucoup de vous, et Mm. vous forcément, bah, vous n'êtes pas ou pas assez disponible, ou parce que voilà. Enfin, nous, on s'entend très bien parce qu'on a tous les deux entre guillemets, nos business, et on se comprend. C'est que on n'est Ouais, pas là tous les 4 matins en train de s'appeler, machin, parce qu'on sait ouais. qu'on est tous les deux débordés. Et il n'y a aucun souci parce qu'on se comprend, tu vois. Voilà, puis je pense qu'on a la même mentalité sur ça et voilà, on sait que on est là si besoin, mais C'est on a ça. aussi chacun notre truc et on n'est C'est ça. pas dépendant de l'un de l'autre, C'est sinon on ne ça. Mais, sortira pas. mais, mais c'est vrai que moi, je vais vous dire un truc, hein. Moi, plus j'ai avancé, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, et plus moi, on m'a planté des couteaux dans le dos. Moi, c'est un truc de Mhm. toute de toute façon. Moi, c'est un truc du truc, c'est que plus tu réussis, plus tu vas être rejeté par certaines personnes. Mhm. Et ton cercle amical se change au fur et à mesure. C'est un truc assez incroyable, d'ailleurs. Mhm. Voilà. Mais voilà, bon, c'est un phénomène, hein, c'est généralement réussite est égal rejet. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien retenir. Le truc, c'est que tous les gens qui vont entrer dans l'entrepreneuriat, qui vont commencer à réussir, dites-vous bien une chose, hein, c'est que vous allez prendre la frustration de beaucoup de personnes. Et des fois, elle n'est pas au départ, elle est au fil du temps. Donc, c'est très compliqué. Je vous dis franchement, c'est très compliqué. Et c'est vrai que moi, je discute beaucoup avec d'autres chefs d'entreprise. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont finalement relativement seuls. Ils ont assez peu d'amis. Vraiment d'amis, hein, proches, je parle. Ils ont beaucoup de connaissances. Ça, c'est sûr que dès que tu commences un petit peu à réussir, à machin, alors ça, des connaissances, tu en as plein. Tu as des potes partout. Par contre, des vrais amis, tu en as très, très peu. Ouais, c'est Très, vrai. très peu. Voilà. Et moi, je les compte sur les doigts de la main. Tu vois, et voilà, tu en fais partie. Et c'est vrai parce que voilà, parce que tu es quelqu'un, je sais, je sais que tu ne feras jamais un enfant dans le dos. On peut avoir des désaccords. Non, mais on peut avoir des désaccords. Ouais, oui, oui, on peut, Il n'y mais a on pas se de le souci. dit, on se le Mais dit. ça reste ça, entre guillemets. Mhm. On en parle, ça reste ça, et on va sûrement pas étaler ça sur les réseaux. Je sais que si un jour on s'embrouille, on va pas étaler ça sur les réseaux. Tu vois, Non, c'est je pas le mon sais. genre et c'est pas le tien non plus. Ouais. En Ouais, je plus, le on sait sais, que ça nous fait suffisamment de mal à ceux qui nous l'ont fait, parce que bien sûr. mais tu vois, en fait, pour en revenir à cette histoire, mais je suis d'accord avec toi que la vitamine B9, au final, importe peu dans l'histoire. C'est le côté humain. C'est quelque chose que j'ai retenu. C'est fou comme quelqu'un
peut être mis au sommet sur un piédestal, comme Vénesson pendant des années sur Superphysique. Et au moment de l'embrouille, en fait, tout change. Tu vois, c'est ce que je disais un petit peu dans un podcast la dernière fois où j'expliquais qu'il y a des clients que j'ai vu pleurer en me disant merci Anthony, tu as changé ma vie. Et le lendemain, j'étais le pire des salauds. Et toi aussi, tu l'as eu tellement de fois. Merci Chris, tu as changé ma vie. Puis le lendemain, Christophe Bonnefond, c'est un arnaqueur, tu vois. Il met du sucre dans sa patate douce. Bref, non, mais tu vois. Et donc, la preuve que ça touche pas que nous. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pourront se sentir concernés. C'est un petit peu comme en amour où ta femme t'aime à la folie, puis le lendemain, elle a envie de t'égorger, t'es un salaud, et puis elle ne sait plus pourquoi elle s'est mise avec toi. Tu connais l'expression de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Ouais, voilà, c'est Mais ça. c'est exactement ça. Et Et- dans toutes les relations humaines, que ce soit amoureuses, que ce soit amicales, que ce soit dans le travail, que ce soit enfin, dans tous Et puis, plus la relation a été, entre guillemets, fusionnelle, Et pire, plus c'est. derrière, le clash, il est monstrueux. Hein. C'est fou. Hein. Mais Et c'est c'est pour ça. ça. Et là, on le voit, c'est encore une fois, voilà, ça part dans l'extrême tout de suite, effectivement, de se prendre la tête et puis tout de suite d'aller balancer les histoires perso et les pics personnels, tu vois, sur le net. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec cette notion d'aller enfoncer les gens sur Internet en public, tu vois, au lieu de dire les choses comme un homme, en fait, en face, tu vois. Et je crois que c'est des gens Ouais, qui tu n'auront as raison. jamais en face pour discuter, tu vois. Après, encore une fois, c'est souvent des histoires de frustration, de rancœur, Ouais, d'incompréhension, le manque de parole. Tu sais, une dispute ou une dispute comme ça part toujours d'un manque de compréhension vis-à-vis de ouais, l'autre. ouais, Ça ouais. démarre toujours, et souvent de petites choses hein, qui, au fil du temps, s'empilent un peu comme un millefeuille. Mais ça part toujours d'une incompréhension, en fait, tu vois, d'un manque de communication. Ça part toujours de là. Plus les égos qui se rajoutent là-dessus, parce que ouais, il faut pas se mentir. Après, c'est des personnalités avec des forts égos, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, tout ça, ça fait des cocktails qui sont trucs. Après, moi, le seul conseil que je peux donner aux gens, s'il vous plaît, arrêtez de commenter et donnez votre avis parce que vous n'êtes pas dans le truc, en fait. Ouais, c'est ridicule, ouais, c'est C'est vrai. ridicule. Ouais. Non, mais c'est comme les ex-petits copains, les ex-petites copines. Vous ne pouvez pas demander conseil ou des avis sur une personne parce que vous savez que cette personne-là, elle a forcément ou de la rancœur ou de la frustration. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont déjà mauvaises. Donc, déjà, forcément, c'est compliqué. C'est déjà faussé, entre guillemets. C'est comme si vous demandez l'avis d'une mère pour son enfant. C'est faussé le truc. C'est ta mère ou c'est ton père. Forcément, enfin, dans le meilleur des cas. Hein, Ouais, et la chose la plus normalement. belle au monde, tu vois. Même si tu fais des conneries, tu es quand même le fils aimé ou la fille aimée. Vous ne pouvez pas demander aux parents. Ben là, c'est un peu pareil, tu vois. Mais Hmm. voilà, tout ça, c'est des rapports humains. Et je vous dis tout de suite, hein, les rapports humains, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie. Et nous, on le Ouais, voit, on le voit carrément. nous, dans notre société. Quand tu as des employés, c'est pareil. Le plus dur à gérer, c'est ça, en fait. C'est les rapports humains. Mhm. C'est le plus dur à gérer. Hein. Ouais, 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 carrément. Tu peux être un bon entrepreneur et un mauvais patron parce que la communication, c'est dur. Faire passer un message, c'est dur. Pas vexer les gens, c'est dur. Et puis, pas oublier que sur le net, des fois, pour finir avec ça, on oublie qu'en face, tu vois, on a affaire à un être humain, je veux dire quelqu'un avec des émotions. On se balance des mots un petit peu sans réfléchir, des pics, et puis on ne réfléchit pas à ça. Et c'est vrai que des fois, les gens ne font pas attention. On le voit souvent dans les commentaires. Nous, tu vois, l'autre fois, il y en a encore un que j'ai recadré qui après a dit excusez-moi, désolé, je me suis emporté. Et c'est vrai que des fois, faites attention quand vous écrivez un commentaire, vous pouvez donner votre avis, mais disons que ça n'empêche pas, être en désaccord ou ne pas aimer la personne, ça n'empêche pas d'être respectueux. C'est Voilà. vrai. C'est vrai. Voilà. Bon. Bon, voilà, on a fait le truc, mais voilà, le seul truc que vous pouvez dire, restez loin de tout ça. Je sais que les gens adorent commenter, adorent les dramas, entre guillemets. C'est à la L'être mode. humain, il aime le clash, tu vois. C'est un peu du closer, tu vois. C'est un peu comme closer, tous ces magazines, ils adorent ça, mais honnêtement, concentrez-vous sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ça, qui Mmh. vous font avancer, évoluer, que rester dans des problèmes d'autres personnes. Je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes nous-mêmes. Et puis, qui on est pour juger? Qui on est pour juger? Parce que personne n'est parfait, nous les premiers. Donc, qui on est pour juger les autres? On n'est personne. Donc, voilà. Bref. Allez, vas-y. Allez, c'est parti pour d'autres questions. Alors, une question, est-il possible de progresser en maintenance calorique ou est-on obligé de passer obligatoirement par une prise de masse, donc un surplus calorique? C'est Romain de Home Gym qui pose la question.
C'est une bonne question. Ouais. Alors, techniquement, si on réfléchit de manière très basique, si on est à maintenance calorique, on est censé simplement maintenir son poids, comme si on est en déficit, on est censé simplement perdre du poids, comme si on est en excès, on est censé simplement prendre du poids. Sauf que ça reste de la théorie de feuilles de papier et que dans la pratique, on se rend compte que c'est différent. C'est-à-dire que les calories et la diète, c'est un premier facteur. Mais il y a d'autres facteurs qui viennent, notamment déjà, premièrement, le niveau que vous avez, la phase dans laquelle vous êtes en termes de progression physique, mais aussi l'entraînement. Pour le coup, là, il y a une notion d'entraînement et de construction de l'entraînement, de progression d'entraînement et de stress que vous allez infliger à votre corps. Et on se rend compte qu'en étant parfois à maintenance calorique, eh bien, on peut tout à fait perdre du gras ou prendre du muscle, ce qui paraît assez surprenant, mais c'est la vérité sur le terrain. Pourquoi? Déjà parce que toutes ces notions de maintenance calorique, en fait, c'est pratiquement impossible d'être à maintenance calorique de manière permanente parce que d'un jour à l'autre, la maintenance calorique, elle varie forcément. On peut pas dire, affirmer que tous les jours, par exemple, on dépense 2528 kilocalories. C'est faux. Peut-être demain, j'en dépense 2600. Après-demain, voilà, c'est une moyenne. Ça reste une moyenne. Donc, il ne faut pas perdre de vue ça. Et aussi que plus votre alimentation sera bonne, votre repos, etc., plus votre métabolisme va s'améliorer et plus donc ça va changer. Ce qui permet, même à maintenance calorique, parfois, d'avoir de la progression. C'est pour ça, pour terminer, après je te laisserai parler, Ouais, c'est très bien. que, que souvent lorsque je démarre un client, une cliente, eh bien, même lorsqu'on veut perdre du poids, par exemple, au lieu de démarrer directement en déficit la première semaine, on va plutôt démarrer à la maintenance, voire un peu plus haut, et on va quand même voir dans 95% des cas une perte parce que ça laisse plus de marge et qu'encore une fois, cette maintenance, ça reste théorique. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, tu as très bien résumé les choses. En fait, j'irais même encore plus loin. Je pense que quand on fait une diète pour perdre du poids ou pour en prendre, je pense qu'il faut rester très proche de la maintenance calorique. Plus longtemps on va rester proche du maintien calorique et mieux ça sera bénéfique pour votre corps parce que en fait votre corps n'aime pas trop les fluctuations caloriques. C'est-à-dire que dès que vous descendez trop vite vos calories, votre corps il va un peu se bloquer et il va s'adapter très vite pour éviter justement de perdre trop de poids. Si vous voulez grossir trop vite, il va dire oh là là, tu m'envoies trop de bouffe là, vas-y viens, on va stocker en gras. Voilà, votre corps n'aime pas trop les écarts. Donc ça, c'est un truc à garder peut-être en tête. Alors évidemment, si vous êtes en obésité, en obésité morbide, et évidemment que là, on est obligé d'être strict dans la diète parce que c'est votre santé qui est en jeu. D'accord. Mais on va dire pour des personnes qui ont pas trop de poids à perdre ou qui sont en prise de masse, voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment rester proche du maintien calorique. Mm. Euh, Parce que finalement, votre corps, c'est là où il va fonctionner le mieux, que ce soit hormonalement et tout. Donc voilà, mais tu as très bien résumé. On peut rester en maintenance calorique et continuer à progresser parce qu'on progresse sur les charges, on progresse sur le volume de travail, etc. Comme tu as dit, sur le métabolisme, c'est super intéressant. On peut aussi améliorer son métabolisme pour qu'il soit de plus en plus fort et rouler en Ferrari au lieu de rouler en deux chevaux, entre guillemets. D'ailleurs, ça, c'est moi qui dis parfois du mal, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que les derniers coachs et tout ça, tout ce qui est bayésienne et tout, ils ont amené un truc positif sur ça, c'est le fait de faire comprendre aux gens que on n'est pas obligé d'aller toujours vers le moins de calories, mais qu'on peut, en mangeant plus, en mangeant mieux, en changeant ses habitudes, eh bien, consommer plus de calories parce qu'on améliore son métabolisme. Ouais. Et cette notion de métabolisme, de meilleur métabolisme, je la vois de plus en plus sur Internet et ça fait plaisir de voir que les gens commencent à comprendre que on a un métabolisme lent ou un métabolisme. D'ailleurs, je reviens là-dessus parce que ça fera partie d'un des sujets qu'on va aborder pendant le séminaire le 26 janvier. Ça, il y aura un gros parti sur le métabolisme parce que c'est tellement important d'avoir une thyroïde au taquet et que le métabolisme fonctionne super bien. Ça fera partie d'un gros pilier que vous aurez le 26 janvier pour ceux qui viendront à Lyon.
Voilà. Surtout que voilà, il y a beaucoup de méconnaissances, ça se dit Ouais, et puis il y a une vraie méthodologie en plus en pratico-pratique. Hmm, Je ne sais pas si ça se dit pratico-pratique. Ça se dit ou pas? je pense, je sais pas. Non, parce On qu'au invente jour des mots, d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. Moi, ouais, j'aime bien, j'aime bien tous ces mots-là. Mais, on invente des mots. mais il y a des vraies choses à mettre en place. Et ça, on vous apprendra à mettre en place avec une alimentation pro-métabolique, etc. On va vraiment vous apprendre à tourner comme une Ferrari. D'ailleurs, vous me voyez, moi, je bouffe tout le temps en restaurant et je ne prends pas un gramme. Mais parce que le reste du temps, vous ne voyez pas ce que je mange, en fait. Mais le reste du temps, j'ai que des aliments, une alimentation pro-métabolique. Voilà. Mais tout ça, je vous l'expliquerai ça le 26 janvier. Et ça me permet, c'est vrai, quand je vais au restaurant, j'y vais quasiment un jour sur deux ou un jour sur trois, j'avoue. De toute façon, vous le voyez en story. Ça me permet de ne pas prendre de poids. La bourgeoisie s'enjaille. Ça me permet de ne pas prendre de poids. Et je ne compense pas les calories que j'ai mangées en plus le lendemain en mangeant moins. Je Hmm. l'explique. C'est que j'ai un métabolisme qui fonctionne très bien. Et puis, j'ai un choix alimentaire au restaurant aussi qui est calculé. Plus que vous croyez, en fait. Voilà. Mais tout ça, je l'expliquerai le 26 janvier. Justifié. Voilà. Ensuite, Alors, à toi. 37 ans pour une première compétition de bikini, est-ce faisable ou non? Y a-t-il une limite d'âge pour pouvoir faire une compétition? Bonne question, on n'a pas jamais parlé. Ouais, mais 37 ans, comment ça s'appelle? T'as pas son nom? Non? Alors, c'est Fit Food Amandine. Donc, Amandine. Écoute, Amandine, 37 ans, c'est super jeune. Moi, je te le dis, on est dans une société et où 37 ans, franchement, tu es encore un bébé. Hein, tu peux y aller. Hein. Go, go, go. Au Mm, contraire, ça te fout du challenge. En plus, maintenant, tu as Bikini Master, ça commence à faire 35 ans. mm. Non, non, ça va te pousser au cul, en plus, à pousser ton corps à fond. Quoi. Donc, non, non, moi, je connais des nanas qui ont 40 ans, qui ont des corps de fou. J'ai vu, là, il y a pas longtemps, il y a Jennifer Lopez, qui a 50 ans. Elle Ouais. a un corps de psychopathe, la meuf. C'est-à-dire elle est encore mieux que quand elle avait 20 ans. Quoi. Mm. Tout Elle ça parce qu'elle elle s'entraîne beaucoup, elle fait beaucoup fait beaucoup de de. muscu, ouais, elle s'entraîne beaucoup. Ouais. Ouais, et elle a 50 ans et elle a un corps de psychopathe. Quoi, tu vois. Donc, non, non, à 37 ans, je te dis, tu as un bébé Amandine, donc plein feu, vas-y, vas-y, ça va être génial. Si tu en sens la force et la psychologie et le mental, parce qu'il faut avoir un mental pour faire la compète, hein, c'est quand même quelque chose d'extrême, entre guillemets. Mm, mm. Si vraiment ça te branche et que c'est ton rêve et tu as envie de faire ça, fonce. Hein. Va voir Anthony et puis fonce. Exactement. À noter qu'il y a de plus en plus de monde qui veut faire de la compétition, justement. Alors, c'est bien, il y a de plus en plus j'aimerais juste dire quelque chose. Il faut quand même avoir une notion préparez-vous avant, c'est-à-dire avoir une notion du niveau. Je ne dis pas que c'est pas faisable, mais essayez de vous renseigner un petit peu. Lorsque vous dites je veux faire une compétition, essayez déjà d'aller regarder des compétitions. C'est bien puisque dans les compétitions, il y a peu de spectateurs souvent. Donc, si vous vous intéressez à ça, sur Internet, mais aussi en vrai, essayez d'aller voir des compétitions et puis déjà de vous renseigner parce que tous les jours, je reçois des demandes de personnes. Alors, on prend très peu d'athlètes, honnêtement, j'en prends de moins en moins. Mais tous les jours, je reçois il est parti chercher du lait. Pardon. J'ai cru que tu étais parti chercher du lait. Non. Et donc, je disais, tous les jours, je reçois des demandes. Et parfois, il y en a qui me demandent et je leur dis, mais quelle catégorie? Et ils ne savent pas. Donc, voilà, ils ne connaissent pas les catégories. Donc, ne prenez quand même pas ça à l'arrache. Préparez ça bien. Et n'oubliez jamais que c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement et qu'il faut être prêt psychologiquement parce que sinon, vous allez être déçu. Mais sinon, voilà, je rejoins Chris à 100%. Mais j'ai même rajouté des trucs parce que du coup, ça m'a fait penser à d'autres choses, ton discours là. Euh, Faire la compétition en body, c'est un vrai engagement, mais aussi un engagement au niveau de votre entourage. On Ouais, n'y pense pas, mais l'entourage risque de prendre cher. Attention, si vous êtes dans une relation fragile, ça ne va pas arranger les choses, je vous le dis tout de suite. ouais. Il faut prendre conscience que votre tempérament, votre caractère va changer, que vous êtes fatigué, que vous risquez d'être un petit peu exécrable. Donc ça, c'est aussi une chose à prendre en compte dans votre vie, si vous avez une vie familiale, surtout qu'on a 37 ans, on a enfin, 75% des femmes ont déjà des enfants ou pas loin, donc ont souvent des familles et bon, ça a aussi un impact sur la famille. Donc attention, hein, c'est pas juste d'apprendre à la légère. C'est vrai. Et puis, je dirais aussi que pensez aussi à l'après-compétition. Mm. Voilà, on n'y pense pas assez, mais
Attention au crash après la compétition, psychologique, physique, mais psychologique aussi. Parce que qu'on met tous ces objectifs pendant 3, 6 mois, 1 an sur une compétition, et qu'une fois que la compétition est finie, il ne se passe plus rien, on risque d'être perdu, on risque de faire presque une genre de dépression. Donc attention à ça, et attention aussi à la diète derrière. Voilà, prenez ça dans sa globalité. C'est pas parce que le jour de la compétition est fini que la diète c'est fini, tu vois. Et ça, on l'oublie souvent. Moi-même, j'ai fait l'erreur avant quand j'étais préparateur, tu vois. Une fois que la compétition était finie, c'était un peu, vas-y, démerde-toi, quoi. Je te dis, et aujourd'hui, si je devais coacher, je prendrais en considération l'après-compétition. Hmm. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai fait l'erreur, tu vois, parce que le coaching était fini. Bon, ben, chacun voilà, tu fais à ta vie, tu bouges, tu fais ce que tu veux, et puis voilà. Mais aujourd'hui, non, parce qu'il y a un vrai impact psychologique et physique après une compète qui est très souvent très mal vécu. Donc, ça, Hmm. c'est voilà. Tout ça, faut le prendre en considération, parce que c'est pas anodin de faire une compétition de fitness ou de bodybuilding. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Super. Bon. Question suivante. Est-ce qu'une méthode d'entraînement a un impact sur l'hypertrophie? Par exemple, comment se fait-il que je me sens psychologiquement et puissant en faisant mon entraînement en superset que des méthodes classiques exercice par exercice? C'est Ronolite qui dit ça. Tu as compris la question ou pas? Ouais. En fait, voilà, ils se sentent plus puissants et ils se sentent mieux psychologiquement quand ils font des entraînements en superset que des exercices classiques un par un à la suite, quoi, tu vois. Ouais, je pense que j'ai compris très clairement. C'est tout simplement le fait que parfois, alors on mélange progression en musculation avec congestion et impact cardiovasculaire. Transpiration, impact cardiovasculaire, on va les mettre ensemble. Ouais. On va mettre 3 facteurs. Sudation, impact cardiovasculaire et congestion. Congestion, on va le prendre en dernier. Donc déjà, premièrement, la musculation pour l'hypertrophie, c'est différent pour la prépa physique, mais pour l'hypertrophie, ce n'est pas du cardio. Le cœur va travailler, voilà, bien sûr, mais le but, ce n'est pas d'être essoufflé et ce n'est pas de travailler le cardio. Le but, c'est de travailler le muscle, les muscles, premièrement. Donc, c'est pas, par exemple, parfois, il y a des gens qui vont me dire, oui, mes temps de repos, ils sont trop longs. Ils sont trop longs, je ne suis pas essoufflé, j'ai trop de temps. Mais le but d'une séance de musculation, c'est de pouvoir forcer au maximum à chaque série. Si votre temps de repos est trop court, qu'est-ce qui se passe? La première série, vous forcez, puis vous arrivez à la quatrième, cinquième série, vos charges vont dégringoler, vos performances dégringolent, et ce n'est pas bon. Le but, c'est d'être productif sur un maximum de séries. Donc, si votre temps de repos est trop court, vous perdez le but principal d'une séance d'hypertrophie. Ensuite, sur la sudation, ce n'est pas parce qu'on transpire. Déjà, la transpiration, on ne perd pas du gras. La transpiration, voilà, c'est rien. Et puis en plus, c'est plus ou moins individuel. C'est-à-dire que tu as des gens qui transpirent beaucoup, d'autres pas, avec les mêmes séances, hein. Ouais, en plus, En c'est plus, vrai. en plus. En fonction de si c'est l'hiver, si c'est l'été, comment tu t'habilles. Bon, voilà, bref, pour transpirer, il suffit d'aller à la Kai Green, là, habillé comme un cosmonaute à la salle et tu transpires. Mais encore une fois, ce n'est pas des cours collectifs, ce n'est pas du cardio. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne transpire pas du tout à la salle que l'entraînement n'est pas efficace en termes d'hypertrophie. Ensuite, le dernier facteur, c'est la congestion. Ce qui fait qu'en superset, on se sent mieux psychologiquement. Si moi, je fais les bras en superset, je me sens mieux psychologiquement parce que j'ai une congestion beaucoup plus importante. Mes bras sont plus gros. Mais est-ce que sur le long terme, ça va me donner des plus gros bras? Si mes performances sont moindres qu'avec un entraînement classique, non. Donc après, voilà pourquoi tu te sens mieux psychologiquement, parce que tu as l'impression d'avoir mieux travaillé. C'est le sentiment que tu as. Mais en réalité, ces 3 facteurs, les 2 premiers, c'est sûr, ne sont pas du tout des facteurs d'hypertrophie, le fait d'être essoufflé ou de transpirer. La congestion, c'est vraiment un petit facteur lorsqu'on est naturel quand même d'hypertrophie. C'est un signe de bon recrutement musculaire, voilà. Puis le facteur psychologique est quand même intéressant. Si tu n'as pas du tout de congestion, c'est quand même inquiétant. Mais ce n'est pas plus tu as de congestion et plus tu te développes. Il faut oublier ce concept qui est bon pour les pratiquants qui ne sont pas naturels. Voilà, tous les entraînements de la mort avec des séries géantes, des trucs comme ça, c'est super lorsqu'on n'est pas naturel. On pourra expliquer dans un podcast pourquoi.
parce que les facteurs ne sont pas les mêmes, ils sont modifiés, ils sont quand même modifiés. Mais pour un pratiquant naturel, c'est pas valable. Qu'est-ce que tu en penses? Excusez-moi, je suis super enrhumé. Vas-y, mouche-toi. On ne le coupera pas. Bon, bah, je vous dis ça. Vas-y, mouche. Voilà, voilà. Voilà. Vous voyez, attention quand vous dormez tout nu. Hein, attention à ne pas dormir trop tout nu. Parce qu'après, voilà, on s'enrhume et voilà. Hein, Le feu sévère, la fenêtre ouverte. ouais, l'air, ouais. Ouais, se faire censurer. Bon. Non, mais écoute, tu as super bien résumé les choses. Hein. Moi, je vais juste, bah, voilà, enfin, redire ce que tu as dit, mais en fait, c'est super bien, oui. Alors, c'est vrai qu'en Super 7, on a plus de congestion et on a l'impression de plus bosser. Tu as dit aussi le facteur cardiovasculaire. C'est vrai que voilà, on se sent un petit peu plus peut-être essoufflé. Donc, on a l'impression qu'on bosse plus, en fait. Tu vois, mais voilà, c'est pas le facteur absolu de l'hypertrophie. Comme on le répète, le facteur d'hypertrophie, ce sont les deux principaux. Il y en a d'autres derrière, bien sûr, mais les deux principaux, c'est la tension mécanique, c'est-à-dire mettre suffisamment de charge pour stimuler la fibre et avoir un volume suffisant. Parce que si vous faites par exemple qu'une rep au développé couché, ça ne sera pas suffisant. Et que vous mettez très lourd, hein, vous faites une rep max au développé couché, que vous poussez, vous n'en faites qu'une, ce n'est pas suffisant pour développer suffisamment de masse musculaire. Il faut en faire plusieurs, donc baisser peut-être un peu le poids pour en faire plusieurs, pour avoir un certain volume et différentes séries pour engendrer de l'hypertrophie. Donc, c'est tension mécanique plus volume. Les deux marchent ensemble. Ça, c'est un truc qui est super important. Après, il y a d'autres facteurs, mais ça, c'est vraiment les deux plus importants. Et c'est pour ça que peu importe quel type d'entraînement vous allez faire, du moment que vous avez suffisamment de volume et suffisamment de tension mécanique, c'est-à-dire de charge, vous allez vous développer. Après, on peut faire des débats sur les méthodes d'entraînement en split, en full, en half, en push-push leg, en ce que vous voulez, ou des méthodes, ce que vous voulez. Peu importe, en fait, du moment que vous avez suffisamment de volume et suffisamment de tension mécanique dans la semaine, vous allez progresser, en fait. Mmh. Donc, tous les débats qu'il y a là-dessus, en fait, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est déjà que vous prenez du plaisir à vous entraîner, parce que si vous prenez du plaisir, vous allez plus forcer, vous allez mettre de la patate et tout ça. Et c'est ça, en fait, le facteur le plus important, c'est l'intensité que vous allez mettre dans vos séances, quoi. Tu vois. Donc, en fait, voilà. Et ça, souvent, on l'oublie parce qu'on fait des guéguerres. Ouais, mais c'est cette méthode qui est plus importante. Non, en réalité, ce qui est le plus important, c'est l'intensité que tu amènes dans tes séances par rapport au volume, par rapport à la tension mécanique et à la fréquence à laquelle tu vas y aller au final, tu vois. Parce que tu t'entraînes une fois par semaine, du volume, ça va être léger. Oui, parce qu'en soi, il n'y a pas de problème à faire un superset du moment où ça ne se transforme pas en cardio, quoi, que tu peux forcer à chaque série. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, ça, c'est au-dessus-dessous. Et après, en dessous, après, voilà. Est-ce que le superset va te permettre d'avoir suffisamment de charge ou de progresser en charge? Là, il faut se poser la question. Mmh. Est-ce que tes séries en superset vont te permettre d'avoir suffisamment de volume dans la semaine? Mmh. Voilà. Si ça entrave ces points-là, peut-être que là, ça peut poser un problème. Mmh. Voilà, tu vois, il faut vraiment penser un peu à l'envers. Mmh. Ok, dernière question. Allez, dernière question. Alors, tiens, ça, c'est une question, super bonne question, qui revient souvent sur la vitamine. Je trouve quand même qu'on a pas mal d'excellentes questions. Hein. Ouais, à chaque fois. Non, mais on sélectionne très peu. Hein. Je vous dis franchement, on C'est sélectionne très, vrai. très Ouais, peu. c'est vrai, c'est une bonne Alors, il question. faut vous dire autre chose aussi pour vous dire vraiment la vérité. Chacun de nous sélectionne les questions. On ne sait pas les questions qui vont être posées Ouais, vice-versa. Je vous dis, c'est la vérité. À chaque fois, c'est de l'impro et on a fait exprès pour être le plus naturel possible et pas commencer à commencer. Voilà. Le but, c'est d'être le plus naturel possible. Et je découvre les questions en même temps que vous quand c'est quand c'est Anthony et pareil pour lui quand c'est moi. Donc, c'est vrai. Ça permet d'être naturel et spontané dans la réponse. oui. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que des fois on dit des conneries. Hein, excusez-nous. C'est vrai. Je pense qu'on en a déjà dit. Hein, c'est possible. La vitamine C, achetée en pharmacie, a-t-elle une bonne biodisponibilité? Et la partie la plus importante, je trouve, quelle est la meilleure source? La vitamine C de source synthétique ou naturelle? C'est une bonne question parce qu'en pharmacie, très souvent, on te vend l'acérola et la vitamine C plus chère, plus assimilable. Alors toi qui es dans le game, comme on dit, et qui ne vend pas de vitamine C, on précise, Seul, non. seul, J'en donc vends, mais associé à, par exemple, au collagène, parce qu'on sait que la vitamine C associée au collagène permet de mieux assimiler encore le collagène.
Voilà, mais comme tu n'as pas de vitamine C seule, Non, ah, c'est mon non, réveil. T'es pas dans le game, donc non. tu peux répondre en toute objectivité, nous t'écoutons. Ouais, alors, il faut savoir une chose, c'est que le corps ne fait pas de distinction entre. Ça fait une des rares vitamines d'ailleurs qui est dans ce cas-là, mais c'est vrai que la vitamine C ne fait pas trop de différence entre la synthétique et la naturelle, comme la cérola par exemple. Donc au niveau des résultats, en fait, vous n'aurez pas de différence. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que la vitamine C synthétique ne coûte rien, ça coûte vraiment pas cher, vraiment. Par contre, la cérola, elle coûte beaucoup plus cher. Donc forcément, on vous incitera peut-être plus à prendre de la cérola que de la synthétique. Après, je vous dis franchement, il n'y a pas de problème par rapport à la synthétique enfin, il n'y aura pas plus de bénéfices ou machin. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose, la vitamine C, c'est peut-être l'une des vitamines où il est très rare d'être carencé en vitamine C. Si vous mangez suffisamment de fruits et légumes, franchement, évidemment, si vous mangez zéro légumes, enfin zéro fruits surtout, machin, bon, ce sera peut-être ou même zéro pomme de terre, parce qu'il y a aussi la vitamine C dans la pomme de terre, dans les patates douces, qu'on appelle ça les tubercules. Mais en dehors de ça, franchement, pas de carence en vitamine C, il faut y aller, quoi. Et deuxième point, faire très attention à la vitamine C quand c'est pris autour de l'entraînement. Parce que vous savez que c'est un antioxydant et pas un excitant. C'est pour ça que vous pouvez le prendre avant de vous coucher, ça ne posera pas de problème. C'est un antioxydant. Et le problème, c'est que si vous prenez par exemple de la vitamine C autour de l'entraînement, notamment après, ça va couper le signal en fait. Ça va couper le signal et c'est pas bénéfique, excusez-moi, pour la prise de masse musculaire, pour l'anabolisme. Voilà, parce que ça coupe un peu le signal de régénération. Je ne sais pas si je suis très clair par rapport à ça, ou très juste même. C'était la lutte contre le fait, c'était à la mode passer un temps de dire faut prendre après l'entraînement pour couper le Mais ça paraissait cortisol. logique, hein. Ça paraissait logique Le puisque, cortisol, ouais. puisque l'entraînement est un stress. Est un stress. Donc on s'est dit, on va prendre la vitamine C qui est un antioxydant qui va lutter contre ça. Mais en fait, en faisant ça, on dit à notre corps, bah non, bah finalement, la vitamine C arrive, donc tu vois. Bah, de toute façon, alors je ne sais pas si ça a été contredit maintenant, mais moi j'ai toujours cette notion. Il y a quelques années en arrière, ça avait été prouvé dans de nombreuses études, je ne sais plus par qui ça avait été relayé, mais j'avais lu les études, que prendre les vitamines autour de l'entraînement et pendant l'entraînement, des vitamines en tout genre, c'était pas l'idéal quoi qu'il en soit, parce que le fait que tu t'entraînes, ça crée un stress oxydatif. Voilà, il y a le stress oxydatif très fort et que donc ça aurait tendance à perturber hautement l'assimilation des vitamines. Donc, ce n'était pas l'idéal de prendre n'importe quelle vitamine autour de l'entraînement. Voilà, ce n'est pas un moment où elles sont assimilées correctement et où c'est idéal de les prendre. En fait. Donc, je pense que c'était valable dans les études pour toutes les vitamines. Hein. Il n'y avait pas de distinction de vitamines. Ça allait à l'encontre de ce qu'il fallait, comme tu le dis. Donc, Exactement. ça rejoint ce que tu dis pour toutes les vitamines, c'était le cas. Ouais, et je vous dis franchement, si vous êtes un sportif, que faites attention un peu à votre alimentation, il y a très peu de chances que vous ayez des carences en vitamine C. Hein. Je vous dis honnêtement, Donc, tu ne c'est pas. recommandes plus du tout l'utilisation maintenant Non, je ne vois pas l'utilité. Ouais. Moi, tu sais, j'ai chronométeur là qui calcule en fait, les micronutriments, vitamines, minéraux que tu manges dans une journée. Et la vitamine C, c'est jamais en carence. Hein, c'est full, quoi. Ouais. Ouais, donc Par franchement, rapport à quelles normes? Les AJR ou les normes ouais, les AGR. oh, Les AGR, mais alors les AGR, je suis à plus de 1000, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Juste par alimentation, hein, je parle. Juste par alimentation. ouais. Parce que Donc, tu non, consommes les bons aliments aussi. bien sûr, bien sûr. Ben, moi, je mange beaucoup de fruits, donc forcément, j'en ai beaucoup. Quoi. Mais voilà, donc pas trop d'inquiétude avec la vitamine C. Bon, si vous êtes fumeur, à boire, mais franchement, bon, on est dans une société où en plus la vitamine C est souvent rajoutée comme conservateur. Donc bon, il y a peu de chances, franchement, que ça soit vous soyez carencé en vitamine C. Donc c'est pas là-dessus où je me méfierais, quoi. On garde la vitamine D pour le prochain podcast, parce qu'il y a un petit clash en ce moment sur la vitamine D là. Ouais, il n'y a pas que sur ça, mais Ouais, il n'y a pas que sur ça. Ouais. Oméga 3, tout ça. ouais, on le garde, on garde tout ça de côté parce que c'est un peu plus technique. Mm. Et là, bon, il ne faut pas trop dire de bêtises, quoi. Donc, on gardera ça de côté. Ouais, il faut connaître le temps surtout de pouvoir en parler, c'est la fin. Bon, Ouais, on a fait le tour des questions de la semaine.
Ben voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos questions même sous les commentaires dessous, hein. N'hésitez pas, si vous avez des Ouais. questions, on les prend. Si c'est des questions pertinentes qu'on n'a pas traitées, on les prend. Donc n'hésitez pas à laisser des questions en dessous, à commenter comme vous faites à chaque fois. Voilà, on lit tous vos messages, ne croyez pas. Évidemment, dès que c'est des messages haineux, on les supprime. Ça, bon, on a assez peu, hein, vous êtes honnête, on a très très peu. Ça peut Oui, arriver parce qu'on franchement, est sur YouTube et que sur YouTube, tout le monde donne son avis ça des va, fois on n'en a pas sans trop. respect, mais ça, bon, on a l'habitude. Ouais, ça, c'est autre chose. Ouais. Voilà, mais sinon, voilà, on regarde tous vos messages et il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Bah, on vous embrasse, puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous, à la semaine prochaine. À plus, bye bye. Allez, ciao.